Pimenter votre prochain repas en famille ou votre prochaine pause déjeuner entre collègues, ou bien tout simplement alimenter les ragots et les discussions et les débats enflammés à la machine à café, l'équipe d'éclairage a une solution pour vous, nom de code LBD 40. Oui, tout à fait, l'équipe d'éclairage vous propose de lancer ce sujet de débat pour ou contre l'équipement qui s'appelle LBD 40, donc lanceur de balles de défense de calibre 40 mm, qui équipe aujourd'hui les forces de l'ordre en France. Un premier tour de table avec une équipe un petit peu réduite aujourd'hui. Messieurs, bienvenue et bonjour. Bonjour. David. Bonjour Marc, Philippe. première question. J'espère juste que Bernard n'a pas reçu les effets du LBD 4046 et qu'il survivra pour être présent avec nous à la prochaine émission. J'espère tout à fait. Effectivement, équipe un peu réduite aujourd'hui et de manière impromptue. Si tout le monde était chrétien sur Terre, est-ce que le sujet du jour continuerait de se poser, messieurs? Alors, si tu veux que je commence, je vais commencer. D'abord, ton lancement me fait dire que il te plaît, j'espère. J'aimerais ne pas pimenter avec un LBD ou avec quelque arme que ce soit. Moi qui ai résisté en étant objecteur de conscience, l'arme me pose toujours question. Mais j'y reviendrai. Chrétien ne nous enlève pas la question de la manière de résoudre les conflits et les tensions qu'il peut y avoir. Néanmoins, chrétien nous amène à pouvoir dire comment, dans le respect de l'autre, je suis en capacité, effectivement, de dépasser le conflit pour construire quelque chose ensemble. Voilà, c'est la réponse que je donnerai pour l'instant. Oui, il me semble évident que, comme chrétien, j'éviterai de pouvoir rentrer dans les situations dans lesquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Si nous étions tous chrétiens, on pourrait rêver à une vie plus pacifiée. Ok, très bien. David ? Alors, si nous pensions tous pareil, peut-être qu'on arriverait à éviter les conflits. Mais ce serait très très ennuyeux, je crois, en fait, comme monde. Ouais. Et ensuite, peut-être que oui, on peut associer au fait d'être chrétien le fait de ne pas être miné par une colère violente et pas avoir un souci d'envenimer les choses, c'est-à-dire de sortir de la riposte qui augmente pour arriver à dégonfler un conflit. Et je pense que tout est là-dedans, dans le débat d'aujourd'hui. C'est comment est-ce que dans une situation tendue, on dégonfle le conflit. Waouh. Et en plus, du coup, ça sera une des parties, effectivement, de l'émission, c'est de parler plus précisément de désescalade, qui est on va dire une façon de concevoir le maintien de l'ordre, peut-être dans d'autres pays qu'en France. On pourra en discuter. Est-ce que c'est une solution? Et pourquoi la France, du coup, fait un peu cavalier seul, en tout cas, sur cet équipement? On en reparlera tout à l'heure. Merci pour ce premier tour de table. Alors moi-même, je pense qu'effectivement, si tout le monde était chrétien sur Terre, je ne pense pas que la question du jour continuerait de se poser, puisque c'est un équipement intermédiaire de défense dans des situations particulières que vous et moi nous connaissons aujourd'hui. Donc non, je ne pense pas que la question continuerait de se poser. Alors pour notre audience, on est tout à fait d'accord de contribuer à vous éclairer et de vous fournir des idées de débat, de discussion, qui sont sérieuses, on est d'accord, mais pas n'importe comment. Puisque justement notre job c'est de vous fournir matière à vous faire une opinion de manière plurielle et de bonne foi. Et donc comme d'habitude, on va essayer de nous éclairer mutuellement en posant déjà les faits. C'est quoi cet équipement concrètement? Moi j'avoue que j'ai appris plein de trucs en préparant l'émission, pour moi c'était un flashball à l'ancienne, enfin bon voilà, etc. Donc les faits, aussi le contexte dans lequel ça intervient, il y a des lois par exemple, etc. Et puis ensuite on pourra faire un tour des lieux sur les arguments entre guillemets qui seraient favorables. On parlera du Conseil d'État peut-être aussi dans un instant, peut-être les anti. Et puis est-ce qu'il y a des solutions concrètes si on devait voter quelque chose? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes pour pas en arriver où on en arrive aujourd'hui? Voilà un peu le menu du jour. Du coup, messieurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour éclairer notre audience déjà en termes de contexte dans lequel ce sujet arrive sur la table? Ouais. David. Je pense qu'il y a quand même une question qui revient tout le temps, c'est la doctrine de maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui sont là et qui sont aujourd'hui bousculées par de nouvelles façons
de manifester et de s'organiser. Et donc, dans cette difficulté à appréhender une nouvelle réalité, eh ben, on sort des armes qui sont pas forcément, enfin, des solutions de maintien de l'ordre, qui sont pas forcément toujours bien maîtrisées, qui n'ont pas forcément été enseignées, puisqu'on a 2 corps qui, actuellement, sont destinés au maintien de l'ordre, c'est-à-dire le corps des gendarmes, la gendarmerie mobile, et depuis plus d'un siècle, et depuis les années 50, avec De Gaulle, donc les CRS. Ces gens-là sont formés à une chose, c'est éviter le contact avec les manifestants. C'est la doctrine principale qui a eu du succès dans le monde entier. C'est-à-dire que la France est considérée comme un modèle sur les techniques de maintien de l'ordre. Est-ce qu'elle l'est encore, d'après toi, tu penses ? Elle semble un peu décriée. Alors, je pense que c'est un sujet à part qu'on peut discuter après. On va rester dans les faits et le contexte. Oui, alors, tu as raison de me recadrer, c'est très très bien ça. C'est ça, parce que donc, le maintien de l'ordre, c'est quoi ? C'est on maintient des positions, on canalise une foule qui normalement manifeste avec un trajet bien prévu et dont on doit surveiller la fin de la manifestation. Et puis s'il y a des mouvements, on bloque. On crée des portes de sortie, on fait avancer les gens avec des grenades lacrymogènes ou avec des jets d'eau si vraiment il faut le faire, ou bien on fait des petites charges comme ça en évitant le contact. Ça, c'est la doctrine qui a toujours fonctionné et qui a effectivement évité énormément de morts en France, mais même dans le monde entier, puisque ça a été copié. Et là, effectivement, maintenant, on a un changement de choses, c'est-à-dire qu'on a eu un climat. C'est ça que je pense qu'il faut qu'on revoie, qui est peut-être spécifique à la France aussi du côté des manifestants. Alors c'est un des arguments des pour. C'est qu'il y a eu un petit climat insurrectionnel qui fait que les forces de l'ordre, à un moment donné, non seulement ont été dépassées, mais il y a eu une menace pour les forces de l'ordre et pour le mobilier urbain. Et là, les techniques de barrage, de CRS qui savent tenir, qui supportent très bien l'insulte et les colibés et les petits jets de trucs, qui sont formés pour ça, ils n'étaient pas formés à être attaqués de cette façon-là. Et du coup, ils ont fait appel non seulement à des CRS, mais à de la police extérieure qui n'était pas formée au maintien de l'ordre et qui, elle, a essayé de résister. Pour corroborer ce que vient de dire en termes de faits et de contexte. Je t'admire, David, par ta capacité stratégique de poser les bases. Voilà, chapeau. Et puis je rajouterai des choses. Oui, alors un éclairage chiffré à l'appui de ce que David vient de dire. Sur les 9228 usages de cet équipement depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, donc le 17 novembre dernier, seuls un peu plus d'1 millier ont été tirés par les gendarmes. Voilà. Ok, donc ça veut dire que et encore, les 3/4 de ces milliers, c'est par des gendarmes mobiles. Donc effectivement, qui ont une expérience du contact. Moi, en termes de contexte, on est clairement dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes, puisque depuis le début du mouvement, il y a 1900 blessés et 5500 interpellations. Et puis on est ici dans le contexte où le défenseur des droits Toubon, c'est ça ? Oui. Jacques Toubon a recommandé l'interdiction de cette arme. Il y a eu une décision récente, là, en ce moment, du Conseil de l'État qui a légitimé l'utilisation de cette arme. Voilà, donc on est quand même dans un contexte où il y a des discussions sur ce sujet. Il y a une loi aussi anti-casseurs. Enfin, je sais pas, moi je fais vraiment le lien. David, Marc ? Il me semble que par rapport à ce que disait Marc. David, la réalité, alors moi je ne suis pas un spécialiste et en plus je suis très mal à l'aise par rapport à cette situation-là parce qu'on est dans des confrontations qui amènent des violences de part et d'autre et bien évidemment l'enjeu en particulier d'un État c'est de tout faire pour résorber au mieux ces violences et qu'il n'y ait pas de dégâts par la suite. Mais voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde souvent difficile. Si j'ai bien compris, dans la question de l'arme à choisir pour qu'elle soit la plus dissuasive possible, et j'y reviendrai tout à l'heure face à un débat, j'ai trouvé que cette question-là, elle ressemblait d'une certaine manière un peu à la question de la dissuasion nucléaire. Mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Là, c'est d'avoir des armes qui permettent de ne pas être dans une confrontation directe, donc de garder une distance entre les manifestants et les forces de l'ordre, et de pouvoir, quand il y a dérapage, faire que les personnes, et en particulier les manifestants, puissent se disperser le plus rapidement possible, tout en protégeant l'intégrité des forces de l'ordre, ce qui est aussi tout à fait légitime. Bien évidemment, les forces de l'ordre ont à être respectées. Et tu parlais de flashball, c'est vrai qu'on est dans un processus d'évolution constante pour dire quelle est la meilleure arme qui permette d'avoir cet objectif de dissuasion
qui permettent donc de pouvoir être dans une réalité qui efface peur et puis permettent la dispersion, tout en faisant en sorte que ces armes-là soient les moins blessantes, entre guillemets, possibles. Et la difficulté, c'est que, entre autres avec le LBD, le lanceur de balles de défense, eh bien, il y a eu de nombreux blessés, et la manifestation toute récente mettant en avant tous ces blessés était quelque chose de visuellement fort, parce que c'est de se dire, mais voilà, on est dans un climat, à travers cette vision-là, dans un climat d'une certaine forme de guerre. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit et comment on le met en œuvre? D'autant plus que les personnes qui ont été blessées sont généralement des personnes qui ne s'attendaient pas du tout à être blessées parce qu'elles n'étaient pas du tout dans... C'est forcément des personnes plus vulnérables que des personnes très entraînées, qui avaient des protections pour le visage, qui étaient très mobiles, qui couraient vite. Presque alors. Ah oui, je pense dans la plupart des cas. Quand on voit qu'il y a eu un certain nombre de mineurs et qui quand même ont horrifié, et aujourd'hui c'est devant les tribunaux, parce que c'est quand même un peu dramatique, qui sont là. Alors après, on peut toujours juger, c'est pas notre rôle de juger, c'est à la justice de le faire, s'il y avait véritablement agressivité de la part du manifestant ou pas, mais le résultat, c'est qu'il y a eu effectivement atteinte à l'intégrité physique d'un certain nombre de manifestants, et ça pose question. C'est donc de se dire quels sont les meilleurs moyens possibles pour assurer la paix, tout en faisant en sorte que dans cette assurance-là, il y ait du côté des manifestants comme du côté des forces de l'ordre, mais pas de blessés. Si possible. Juste continuer sur les faits, effectivement, c'est une arme qui est cataloguée comme étant non létale, même si après ça peut se discuter, on est bien d'accord. Elle est dans le registre des équipements incapacitants. Ok. Et son usage, effectivement, est très encadré. Donc c'est une arme monocoup. Si vous voyez des photos sur Internet, c'est une monocoup, et interdiction de viser le visage, en fait. Il y a des armes, il y a eu une commande pour des armes multicoups aussi, en fait. Dans l'équipement, il y a un monocoup et multicoups. Oui, tout à fait. Alors, ce qui a été intéressant dans ce processus, ça a été la mesure qui a été prise, je crois, il y a à peu près 3 semaines, de faire que nous puissions, que les observateurs, et en particulier la justice, puissent avoir témoignage de la manière dont le policier à utiliser cette arme-là, et donc de mettre une caméra piéton, ils appellent ça, je crois. Si effectivement il y avait respect des consignes, entre autres interdiction de tirer sur un visage, etc., nécessité a priori de cibler un peu les choses, et parce que le constat c'était de dire que devant l'affolement, qui est tout à fait légitime parce que c'est humain, eh bien on tire pour repousser, mais on tire aussi pour se défendre, et eh bien il y a des tirs qui peuvent être mal appropriés et qui ont amené des blessés. En termes de contexte aussi, avant de laisser la parole à David, effectivement, tu le susurrais tout à l'heure, les manifestations des ou autour des Gilets jaunes depuis novembre ne sont pas des manifestations entre guillemets classiques du type syndical, avec un parcours annoncé à l'avance, avec son propre encadrement. Et donc, tu laissais dire qu'aujourd'hui, en contexte, il y a peut-être aujourd'hui des polémiques et des dommages collatéraux liés au fait que les manifestations des semaines et des mois auxquelles on assiste ne sont pas tout à fait les mêmes que celles dont on a l'habitude, dont des forces de l'ordre ont l'habitude, avec un climat, tu disais, même une petite quasi insurrectionnel. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu les 2 premiers actes qui ont complètement débordé en fait et surpris et déstabilisé les forces de l'ordre, qui l'ont demandé, et ça c'est jamais très bon, de prendre en urgence des nouvelles dispositions de maintien de l'ordre. La première, il y a eu donc ces Champs-Élysées qui ont été ravagés très brusquement. Les forces de l'ordre ne savaient pas très bien. À un moment donné, parce que quand même, je veux pas défendre les forces de l'ordre, mais j'essaye d'essayer d'analyser les choses froidement. Mais à un moment donné, quand il y a eu le saccage de l'Arc de Triomphe, c'est aussi parce que les forces de l'ordre n'ont pas voulu aller au contact. Parce que là, elles ont pour ordre de ne pas entrer au contact. Le pire des choses qui peut arriver pour un policier, tout ça, c'est d'être au corps à corps, parce que là ça peut être très très violent. Donc ils sont pas allés, donc ils ont laissé casser. Donc la fois suivante, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une sorte de filtrage qui était une catastrophe pour que les manifestants pacifiques aillent dans un couloir protégé. Mais ça veut dire que tous ceux qui ne voulaient pas participer à cette manifestation cadrée sont partis à côté. Et là, on ravageait encore plus de kilomètres carrés d'endroits. Donc là, les forces de l'ordre étaient vraiment très embêtées. Et je pense que on recherche une nouvelle doctrine. Et le problème, c'est qu'on le recherche en plus dans l'urgence ça veut dire que le mouvement continue.
même si peut-être ça se calme un petit peu. Toujours avec en plus un sous-effectif de policiers dont certains sont encore mobilisés sur le plan Vigipirate. Et il faut réinventer, il faut voter des lois. Moi, j'aime pas trop la précipitation là-dedans et donc j'essayerai d'éviter de jeter de l'huile sur le feu d'un côté comme de l'autre. La loi anti-casseurs, du coup, elle trouve qu'elle est faite un peu de l'urgence, par exemple je pense que, comme beaucoup, il y a un gros problème dans cette loi anti-casseurs. La principale disposition de cette loi anti-casseurs, c'est de pouvoir définir des interdictions administratives de manifester. Voilà, ça, c'est très problématique parce que déjà, il n'y a pas de décision d'un juge et tout ça. C'est le préfet qui décide. Que quelqu'un qui a été condamné pour voie de fait, atteinte aux biens ou qui a attaqué les forces de l'ordre, soit interdit, soit une mesure qui soit interdite. Il s'est mal comporté en manifestation, mais le faire de façon préventive, peut-être pour des leaders, là, effectivement... on va y venir parce que c'est une stratégie dans les autres pays. Je voudrais, Philippe, si tu me permets, revenir sur le partage bien l'avis de désescalade. Dans cette urgence, on voit bien, parce qu'on est quand même sur une période très courte de 2 mois. Les premiers événements ont lieu au mois de novembre, on est début février, c'est une période très courte. Et on a vu qu'il y a eu effectivement, de la part de l'État, de la gouvernance même, une non-préparation, un débordement et une nécessité de réagir. Et comme le dit très bien David, quand on réagit dans la précipitation, ça n'est jamais de très bonne aloi. Et une des réalités que mettent les opposants à l'utilisation de ces armes-là, c'est de dire, attention, on se précipite, on met des dispositifs de défense qui peuvent éventuellement se légitimer, mais pour autant, sur la durée, on met des dispositifs coercitifs, des dispositifs quand même qui posent des questions dans la vie démocratique, très clairement. Certains disent, aujourd'hui, c'est une manière de refuser d'une certaine manière les manifestations, parce que ça crée de la peur, parce qu'on dit, non, là, on va être pris dans du dégât. J'aimerais qu'on y vienne dans un instant, effectivement, sur les arguments des pour, entre guillemets, pour le maintien de cet équipement et évidemment pour son usage, et les contre, et ça, effectivement, ça fait partie d'un des arguments. Ce que je veux dire, c'est que je crois que dans l'analyse, effectivement, l'urgence, c'est-à-dire la non-préparation, la non-prévision des choses, rend le risque d'amener des décisions qui, sur la durée, ne seront pas les bonnes. Pour prendre un exemple de décision qui a déjà été prise sur des équipements, tout le monde se souvient peut-être de ce manifestant à Sivens ou Sirvens, la grenade en question, qui était la Gli F4, cesse de faire partie des dotations. Je crois qu'ils écoulent, entre guillemets, les stocks. Donc là, on est typiquement aussi sur un usage d'un équipement qui a été beaucoup décrié, dont la réglementation, en fait, a évolué suite à cet événement dramatique. Je pense qu'il en sera de même, peut-être... Oui, parce qu'il y a eu des mains effectivement qui ont été perdues là récemment avec cet équipement. Moi, je pense une nouvelle grenade, mais qui n'a plus le côté déflagrant. C'est-à-dire qu'il y avait 25 grammes de TNT, parce qu'en fait c'était triple usage, c'est-à-dire un effet de souffle, un effet de son. Oui, de son aussi, avion décollage. Je plains les tympans. Et aussi, il y avait du lacrymo dedans. Oui, tout à fait. Voilà. Donc en fait, c'est un triple action parce que j'avais entendu dans la préparation, il disait, une des doctrines du maintien de l'ordre, c'est on agresse les sens plutôt que les corps. Normalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit déboussoler les gens, on doit leur faire mal aux oreilles, aux yeux et au nez, mais on ne doit pas les toucher. Sauf que ça n'a pas marché. Pourquoi ? Et moi, je trouve qu'il y a vraiment un problème fondamental dans cette grenade, c'est que les gens pensent que c'est une grenade lacrymogène. Donc, ils la ramassent pour la renvoyer, ce que tout le monde fait depuis mai 68. Mais le problème, c'est que ça n'est pas qu'une lacrymo qui pique les yeux, et beaucoup de gens ne craignent plus ça, puisqu'ils ont des équipements maintenant très professionnels pour se protéger des lacrymos. Donc, en fait, non, c'est un vrai explosif. Donc là, et je pense que lié à ça, il faut déjà que les gens soient au courant que ces grenades de désencerclement sont là, normalement sont utilisées uniquement quand il y a un risque de débordement et d'atteinte physique des forces de l'ordre. Il faut toujours se souvenir. Donc quand ils les ont lancées, c'est quand il y a eu vraiment des CRS. J'avais vu un reportage comme ça. On les voyait, ils étaient débordés, ils se sentaient menacés. Ils appelaient leur direction, ils disaient on a déjà envoyé une Gli F4, est-ce qu'on peut encore en envoyer 2 ? Ils demandent l'autorisation de le faire. Tout ça dans l'urgence. Ouais, alors qu'ils n'ont pas forcément de réponse de la préfecture, parce que la préfecture ne sait pas, donc on les laisse, ces situations s'éternisent, et voilà. Mais je voudrais juste dire une chose, ces armes-là sont des armes dans la gradation qui augmente, qui commence à arriver dans la violence physique, on est tout proche.
on l'est déjà même, puisque ça fait mal. Si on enlève cette arme-là, si on enlève cette gradation-là, ça veut dire qu'on a entre le lacrymo et l'arme réelle, qu'est-ce qu'on a? Ça permet d'introduire les arguments pour, justement, David. Et alors, Marc. Peut-être, juste avant le pour, une situation qui est toujours compliquée, c'est quand même à travers le mouvement des Gilets jaunes qui, globalement, très majoritairement, est un mouvement d'exaspération, mais un mouvement pacifique. Une recherche de pouvoir dire cette exaspération de manière respectueuse. Et il y a eu des débordements par un certain nombre de casseurs, et visiblement, dans tout ce qui est mis en avant, beaucoup de ces casseurs avaient des arrière-pensées politiques, insurrectionnelles, de destruction de l'État, de nécessité de pouvoir faire appel à une certaine forme de révolution. Et la difficulté dans ces débordements et dans les actions que l'on peut mettre en œuvre pour lutter contre, c'est de se donner des moyens, et on vient à cette question du pour ou contre, des moyens qui, si demain il y a un régime plus fort, j'allais dire plus totalitaire, risque de très rapidement aller avec des débordements sur un socle législatif existant. Et c'est ces questions-là qui sont posées, me semble-t-il, aujourd'hui. Voilà, attention de trouver la bonne mesure sur des situations exceptionnelles et préparées, voulues par un certain nombre, pour ne pas casser le respect de notre démocratie qui pose la question, on a le droit de manifester. Alors, mais cet argument-là, je trouve qu'il est toujours un petit peu problématique parce que si on ne vote pas une loi en estimant qu'elle pourrait être mal utilisée par un gouvernement beaucoup moins démocratique, déjà, peut-être qu'on se prive des moyens qui vont éviter ce mouvement, ce pouvoir non démocratique d'arriver, mais c'est aussi parce que de toute façon, ce pouvoir non démocratique, il est capable de voter ses propres lois s'il a le Parlement. Donc de toute façon, si la loi n'existait pas et qu'il en a besoin, il la fera venir. Bon. C'est peut-être plus difficile. Attendez, messieurs, j'ai quand même besoin qu'on check. À un moment donné, moi j'ai besoin d'avoir 2 colonnes dans ma petite tête, des arguments pour, toujours pour alimenter la discussion familiale ou que sais-je, des arguments contre. Parmi les arguments pour, j'ai bien noté ou entendu, bon, bien sûr, il semble y avoir déjà celui invoqué bien sûr par les forces de l'ordre elles-mêmes, c'est de se protéger nous-mêmes. Un autre argument que j'ai entendu, c'est que si je n'ai plus cet équipement intermédiaire qui permet une certaine distance, du coup, après, c'est quoi? C'est la matraque, c'est la tonfa, et c'est mon arme de service, quoi. Hein. Donc là, on est peut-être déjà sur deux arguments. Est-ce qu'il y en a d'autres pour... Tu semblais parler, par exemple, de spécificité française tout à l'heure, qui est un argument qui est défendu par les pour et aussi par les contre. Non, la spécificité française qui était cette doctrine du maintien de l'ordre qui a eu beaucoup de succès après qu'on ait compris que c'était pas l'armée qui devait faire le maintien de l'ordre et donc d'avoir des corps spécialisés qui font cette mise à distance et qui évitent toujours tout contact. Donc ça a été la doctrine qui a été adoptée par tout le monde. Et ensuite il y a les adaptations au contexte du moment. Oui. Donc toi tu disais qu'en fait déjà par exemple je sais qu'en Allemagne tu as l'air d'être mieux renseigné sur ce qui se passe à l'étranger. On va parler sur ce qui se passe en Europe et notamment la désescalade. C'est intéressant parce que je pense que c'est aussi, quand on dit le gouvernement n'était pas préparé ou n'avait pas anticipé, il était préparé à ce qu'il connaissait. Le problème, c'est que les choses évoluent. C'est-à-dire que depuis l'histoire des Black Blocs et tout ça, il y a déjà eu une évolution de la doctrine. Mais là, maintenant, je pense que le problème principal qui s'est passé, qui n'est pas une doctrine, mais qui est un problème d'effectif. C'est-à-dire qu'on a un corps de CRS et de gendarmes mobiles qui a d'ailleurs diminué. Voilà. Donc on a déshabillé ce corps de maintien de l'ordre. Que là, dans une situation où il fallait des milliers de personnes, de policiers dans la France entière, on s'est adjoint les renforts de policiers supplémentaires ultra-mobiles, mais pas du tout formés à ce maintien, je dirais, pacifique de l'ordre. Notamment la BAC. Voilà. Et donc ces gens-là sont habitués à courser, à cogner, à faire peur. Par exemple, tu utilisais le mot dissuasion. Je pense que les CRS en général ne sont pas dans la dissuasion. Ils sont là dans l'impassibilité. Je pense que c'est la doctrine française, c'est l'impassibilité. C'est ce que je vois sur les vidéos, moi en tout cas. Voilà. C'est incroyable. Oui. Moi, je supporterais pas le 10e du 100e. Mais moi, j'ai déjà vu des reportages, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on leur hurle dessus pendant des heures et des heures, ils ne doivent pas bouger. Tout à fait. Sur leur propre lacrymo en plus. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la formation
des CRS qui, en général, jusque-là, étaient quand même assez efficaces. Sauf qu'elle est insuffisante en termes d'effectifs, elle est insuffisante en termes de situation. Et ils se font aider par des policiers très mobiles, mais qui ne sont pas dans cette optique-là. Et ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Eux, je pense qu'ils sont rentrés dans un mode de dissuasion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils craignent qu'il y a un truc, ils sont là en disant « Maintenant, si vous vous approchez au hasard, vous risquez, violent ou pas violent, de vous faire blesser gravement. Donc, rentrez chez vous. » C'est ça qu'ils disent aux gens. Et je pense que ça, c'est très problématique. C'est un des arguments des contres, effectivement, qui disent en fait, on veut nous faire peur de manifester. C'est ce que tu semblais dire tout à l'heure, Marc. C'est clair. La dissuasion. C'est un des aspects. Tu veux revenir sur la dissuasion nucléaire ? D'ailleurs, tu as fait ce parallèle tout à l'heure. Je vais dire, je crois que, quelles que soient les armes qu'on utilise, dès lors qu'elles existent, elles peuvent toujours provoquer des gros dégâts. Je me disais que alors de fait, ce sont des armes, quand on parle de LBD ou autres, des armes qui ont pour objectif de ne pas atteindre et de ne pas risquer la mort de l'autre. Je pense que s'il y avait eu, pour X raisons, dans ces dernières semaines, un mort lié à l'utilisation de ces armes, on ne serait pas dans le débat comme on l'est aujourd'hui. Et c'est pour moi une grosse question. C'est-à-dire que la symbolique de ce que peut constituer la mort aurait certainement créé une mobilisation. Quand je parlais de œil perdu, c'est quand même très symbolique, je trouve. Pardon ? Un œil perdu ou une mâchoire fracassée. Bien sûr, mais c'est quand même pas la même chose que de perdre sa vie. Sauf que la personne blessée, elle parle devant les caméras et elle raconte. Bien sûr. Elle raconte dans quel état elle était. Mais symboliquement, David, symboliquement, comme ça a déjà existé par ailleurs dans d'autres mouvements, il y aurait eu un mort, je pense qu'une grande partie de la France se serait soulevée pour dire c'est inadmissible en tant que tel. C'est jamais facile de savoir quelle mort cette violence déjà extrême a évité. C'est ça le problème, c'est qu'on dans la répression, on ne sait jamais très bien ce qu'on a évité. On sait juste qu'on a produit. Oui. Quand je parlais de dissuasion, c'est comme avec une comparaison avec l'arme nucléaire qui est effectivement peut-être un petit peu trop forte. Derrière, c'est de se dire l'arme que j'utilise, les armes que je pourrais potentiellement utiliser vont faire que personne ne m'attaquera. On est dans cette réalité-là. Et dans l'explication de ce que disait David, c'est un peu ça, c'est d'avoir des armes qui fassent que nous n'allions pas jusqu'à un certain niveau d'utilisation possible. Je conteste un petit peu cette image parce que je pense que justement, la dissuasion, ça serait l'arme létale, c'est-à-dire le pistolet que le policier a, mais en fait, le policier ne l'utilise jamais, ne peut pas l'utiliser. On a vu par exemple qu'il y a eu un fourgon de policiers qui a été enflammé. Les gens avaient on entendait l'interview de ces policiers-là. Ces gens-là avaient des armes. Ils pouvaient tuer des gens autour d'eux, mais ils n'imaginaient pas s'en servir. Et ils ont dû fuir. Ils ont même risqué de brûler aussi. Et ils ont été à deux doigts d'être... Mais ça c'est un interdit. Ça serait du coup un argument en faveur du maintien de cet équipement et de son usage encadré, non ? C'est de cet exemple-là, ce qu'a posé, même si je ne suis pas obligatoirement d'accord, c'est ce qu'a posé le Conseil d'État. Apparemment, c'est de dire que finalement, c'est peut-être un moindre mal, puisqu'il y a nécessité de défendre tant la réalité de l'ordre de notre pays que de faire en sorte qu'il y ait des moyens adaptés face quand même, on ne peut pas le nier, à aujourd'hui des capacités de ceux qui veulent casser la société, qui sont de plus en plus imaginatives, lourdes de conséquences aussi. Donc, parce que là, pour moi, dans cet exemple-là, les forces de l'ordre ne sont pas simplement dans le maintien de l'ordre, elles sont, dans certains cas, attaquées. Oui, bien sûr, parce qu'elles représentent l'État. Et quand on en veut à l'État, on s'attache à ce qu'il représente. Je me trouve vachement faible, à un moment donné, de devoir résister passivement... Donc là, moi, je suis dans un argument pour. Waouh, c'est quand même là, je suis attaqué. Je suis pas juste simplement en train de canaliser une manifestation, quoi. Mais David, dans cette optique-là, bon, on fait une petite pause. On a un corps de policiers qui est formé à ça. Bon, c'est un métier difficile, mais c'est le métier qu'ils ont choisi. C'est normal qu'ils soient attaqués, pas au risque de leur vie, mais il y a une confrontation. Ils représentent l'État. D'accord.
donc, pour moi, il y a aucun souci. Sauf que, effectivement, d'envoyer un projectile sur un policier, c'est quand même passible quand même de poursuite. Hein. Donc, les personnes qui sont arrêtées sont quand même poursuivies normalement. Mais ce que l'ont été. Ouais. Ce que là, dans la colonne des contres, pour moi, c'est que je crois qu'il pourrait y avoir une tentation, quand un mouvement s'éternise comme ça, d'essayer effectivement de dissuader les gens de revenir. Et là, je pense que c'est très problématique parce que... Atteinte au droit de manifester. Moi, j'ai lu plusieurs fois de la part des opposants. Pas seulement à cause de la loi, c'est-à-dire qu'on considère que ces armes-là, qui sont très invalidantes et donc très risquées, ça devient très risqué de manifester. La dissuasion. Voilà, et qu'on a l'impression que ces tirs-là se font de façon assez inconsidérée à certains moments. C'est-à-dire que dans des moments... On a vu, par exemple, il y a une image d'un manifestant qui vient comme ça devant les forces de l'ordre, les bras ouverts, il se reçoit un flashball dans le ventre. Ça, tous les policiers disent, ça, c'est une faute. Voilà, c'est une faute. Okay. Voilà. Ouais. Mais pourquoi est-ce que ce gars a tiré ? Bon, je pense qu'il a perdu les nerfs, mais en tout cas, il ne faudrait pas que le gouvernement ou que les forces de police ou que le préfet considèrent qu'il faille dissuader les gens en faisant peser le risque que des individus qui ne sont pas violents et qui n'ont rien balancé sur les forces de l'ordre et qui sont à bonne distance puissent se faire toucher et que ce soit une méthode de dispersion. Ça, c'est très, très problématique. Parce qu'il y a une chose, j'ai écouté dans un des reportages, c'est-à-dire que la doctrine qui date du début du siècle aussi considérait en fait que une population qui manifeste est très homogène avec un leader et tout ça. Alors que là, en fait, on a différentes composantes. On va faire le lien avec après la pause. Et le problème, c'est que si on tire de façon inconsidérée sur tout le monde, on unit tous ces gens-là qui étaient très différents. Et alors à ce moment-là, ils deviennent très dangereux. Parce que 500 personnes désorganisées avec 50 casseurs, bon, ok, c'est difficile à gérer, mais on peut gérer. Mais si ces 500 personnes deviennent violentes, là, aucune force de police ne peut les arrêter. Juste après la pause, comment ça se passe ailleurs qu'en France? Est-ce qu'effectivement le LBD 40 fait partie des équipements dont sont dotées les forces de l'ordre en France et qui ne se retrouvent quasiment pas ailleurs? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes, pragmatiques, notamment des escalades, notamment chez nos voisins allemands? C'est ce qu'on voit dans un instant. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez aujourd'hui dans cette émission Éclairage dont le nom de code est LBD 40 de cet équipement de lanceurs de balles de défense qui équipe les forces de l'ordre en France, en tout cas la gendarmerie et la police nationale. C'est le sujet du jour, pour ou contre l'équipement que je viens de mentionner. Nous venons de voir avant la pause, on a éclairé concrètement les faits, le contexte. Et nous avons déjà abordé quels pourraient être les arguments pour le maintien de cet équipement et de son usage, les arguments des contre. Et maintenant, pour terminer nos 10 dernières minutes d'émission, ni pour ni contre, bien au contraire, quelles sont les solutions et comment ça se passe ailleurs? David. Quand même, c'est Marc. Mais Marc. J'ai quand même envie de revenir sur les contre, juste par rapport à la position de Jacques Toubon comme défenseur des droits, mais aussi par l'association que j'aime beaucoup, de la CAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui a dit aussi, on est quand même dans quelque chose sur lequel il faut prendre conscience, et c'est ce qui amène la CAT à dire on ne peut qu'être contre. C'est derrière la très grande majorité, j'allais dire tous, je ne peux pas le vérifier, donc je serai très prudent, des blessés graves, qui ont perdu un œil, qui ont été blessés dans des mâchoires, qui pendant plusieurs mois fait que leur vie change du jour au lendemain, étaient des gens qui étaient venus pour manifester, comme le disait David, sans armement, sans casque, sans etc. Et ce sont ces manifestants-là qui ont été atteints. Donc c'est pas les bons qui sont touchés. Et la question, c'est bien cette question-là. C'est de dire, dans la stratégie qui a été mise en place, dans l'utilisation de ces armes-là, quels sont ceux qui ont été atteints? Et peut-on accepter que des personnes qui viennent manifester leur opinion repartent à l'hôpital plutôt que chez eux? Bon, maintenant, je vais quand même mettre les pieds dans le plat. David, si tous les trois ont fait une manifestation... C'est toujours Marc. Marc, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Si demain, tous les trois ont fait une manifestation, vous pensez qu'on va se prendre un tir de LBD 40? Mais quand même. Mais en fait... ça peut être un vrai risque. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sera... Je pense que les gens qui ont manifesté de bonne foi et de façon pacifique, là, ils ont manifesté dans un cadre qui était quand même très mal maîtrisé, dont ils n'ont pas perçu ça. C'est-à-dire que ça n'était pas un cortège à une heure donnée, tout ça. Bon. C'était l'occupation d'un lieu, dans un endroit qui n'était pas forcément autorisé, qui était là, c'est une sorte d'expression d'une insatisfaction, mais de façon non coordonnée. Okay. Et ces personnes-là ne se sont pas rendues compte qu'elles étaient dans un endroit
endroit où les forces de l'ordre étaient débordées, où elles se sentaient débordées, ou en tout cas le pouvoir de façon générale se sentait débordé et ne savait pas comment canaliser cette population-là. Ces gens-là ont été là et ne s'en sont pas rendus compte. Ils l'ont payé chèrement et je pense que là, pour faire le lien avec notre partie, j'entendais qu'en Allemagne, on utilisait beaucoup les mégaphones et des panneaux pour expliquer aux gens qu'est-ce qui risque de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, très intéressant. L'équipement LBD 40 en Europe, d'après les quelques recherches pour préparer cette émission, la France fait presque cavalier seul, puisqu'il y a la Pologne, les forces de l'ordre en Pologne qui utilisent ce type d'équipement, il y a la Grèce, et en Allemagne, il y a 2 Länder sur 16. Oui. Okay, donc, on est plutôt minoritaire. Donc, moi, je me suis posé la question, certainement comme vous, comment ils font ailleurs? Parce qu'on vient de voir des arguments. Donc, effectivement, David, tu viens d'en parler. En Allemagne, il y a des mégaphones. Tu peux nous préciser pour notre audience également à quoi ça sert, d'après eux? C'est quoi cette stratégie? Alors, j'ai pas eu le temps de bien creuser cette question. Peut-être que tu vas le faire. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Alors, parce qu'effectivement... Peut-être Marc, avant que... Sur le mégaphone, parce que je trouve ça intéressant. C'est juste dans ce que disait David, et c'est ce qui me paraît important. Marc, c'est toujours quand on est dans une confrontation face à un conflit, c'est de voir quels moyens on se donne pour, dans un premier temps et prioritairement, informer des actes que l'on peut poser. C'est-à-dire que c'est toujours de faire, mais c'est la réalité de la vie, prévenir plutôt que d'avancer. Par exemple, dire... C'est ça la question. Par exemple, dire dans un mégaphone, ne ramassez pas ces grenades, il y a un explosif dedans, vous pouvez perdre votre main. Déjà, je pense qu'il y a plein de gens... J'avais vu l'image du gars comme ça. Bon, il était devant un brasier quand même, donc il était dans un endroit quand même qui avait déjà été un petit peu dégradé. Il y a une lacrymo, il croit que c'est une lacrymo, il veut la prendre, il veut la renvoyer, pac, il perd sa main devant la caméra. Bon, voilà. Ce gars-là, il ne savait pas que cet équipement pouvait lui arracher la main. D'accord. Bon, maintenant, il renvoie pas la grenade, il lui arrive rien, non? Non, mais je suis désolé, je suis aussi là pour mettre un peu de piquant, quoi. C'est vrai. Moi, je fais ça, je la renvoie pas, quoi. Tu renvoies pas. Voilà, c'est équivaut à renvoyer un projectile sur les forces de l'ordre. Donc pour moi, renvoyer le projectile, renvoyer une lacrymo. C'est pas pareil. Je pense que plein de gens ont fait ce que tout le monde faisait. Je la renvoie si tu veux rester à côté de moi. Si tu regardes, si tu es dans un endroit où tu ne veux pas être dispersé et tout ça, je sais que c'est limite sur ce que ça, mais bon voilà, c'est aussi il faut aussi reconnaître la gradation des moyens de manifester et de manifester son mécontentement. On peut dire il y a la manifestation bien gentille comme moi je fais pour la manifestation des indépendants, par exemple. La manifestation pour le climat, il n'y a jamais de débordement, mais on n'est pas forcément entendu. Donc à un moment donné, il y a une gradation aussi de ces manifestations. Ça peut être du sitting, ça peut être du harcèlement des forces de l'ordre pour ça, mais à un moment donné, renvoyer une lacrymo, c'est renvoyer une lacrymo. S'il y a personne qui t'a dit, maintenant on commence à le savoir, mais si on te l'a pas dit, sur le mégaphone. Ça peut être ton gamin qui a perdu ça serait quand même con aussi. Je vais pas répondre à ta question pour l'instant, mais c'est quand même de se dire... Ça s'anime, vous avez remarqué. Oh non, ça non, mais c'est quand même de se dire quand on vient manifester, la plupart du temps, on vient manifester pour dire son opinion et pas pour casser de la force de l'ordre. Il y a des montées qui peuvent se faire. Mais ce qui est terrible, dans ce qu'on vient de vivre depuis 2 mois et demi en France, alors beaucoup le disent, c'est que s'il n'y avait pas ces violences-là, il y a certaines choses qui n'auraient pas été prises en compte dans la revendication. C'est-à-dire que c'est quand même terrible de se dire qu'on est dans une société où si ça ne pète pas, eh bien on ne le prend pas en compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire, David développé, alors c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, mais c'est pas le sujet du jour, c'est comment manifester de manière non violente. Oui, on l'a déjà un peu évoqué lors du précédent émission. Il y a plein de manifestations possibles de manière non violente, mais qui peuvent se terminer aussi de manière assez dramatique, c'est-à-dire que la non-violence face à des forces de l'ordre qui veulent dire, de toute façon maintenant ça suffit, il faut que vous décapissiez, c'est aussi des choses où l'intégrité du non-violent qui se couche dans la rue, etc., peut être mis à mal. Mais pas la même dimension. C'est-à-dire que je crois que quand on est dans une stratégie de non-violence, bien souvent, la réponse de l'autre côté est aussi en proportion moins violente que si en face de nous, on a des une des caractéristiques, puisqu'en fait les États européens, hormis la France, il y a quelques années, se sont réunis pour réfléchir à revoir leur stratégie de maintien de l'ordre. J'ai pas le bon terme, tu l'as bien utilisé. La doctrine. Merci beaucoup, David. La doctrine du maintien de l'ordre, et notamment en Allemagne, parce que concrètement, comment ils se débrouillent. Le mégaphone sert, il pourrait servir effectivement à alerter comme quoi, attention, cette grenade est très dangereuse, mais elle sert à expliquer qu'il y a... D'ailleurs, les manifestations sont extrêmement encadrées par les forces de l'ordre.
Et s'ils interviennent de manière mobile, par exemple à 4, ils expliquent, nous sommes en train d'intervenir pour choper un mec ou deux de manière très ciblée. Et il y en a d'autres qui sont formés, ça existe aussi en Angleterre, pour informer le reste de la foule. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et ils expliquent au reste de la foule, pour pas que ça devienne un bloc de 500 qui tout d'un coup sont hyper violents, nous sommes en train de faire ça, plutôt qu'un effet massif de policiers qui se ruent sur une foule de manière indéterminée. En Allemagne, ils considèrent que ce sont une somme d'individus, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, David, plutôt qu'une foule homogène. C'est le terme que tu as utilisé, je crois. C'est ça. Okay. C'est ça. Il faut déshomogénéiser la foule. Ouais. Et une des façons de faire, c'est effectivement de la disperser par des charges qui font peur et qui sont inoffensives. Après, je sais pas, ça serait intéressant de savoir dans des cas qui pouvaient ressembler à ce qu'on a vécu ici. Il y a des critiques en Allemagne aussi, comme quoi cette stratégie, cette doctrine ne marche pas tout le temps non plus. Je sais pas s'il existe une solution panacée. De toute façon, il faut des gradations, il faut avoir prévu, c'est difficile de prévoir l'avenir, de prévoir comment les choses s'organisent, sachant que les gens disparaissent, reviennent, se téléphonent, se mettent des réseaux sociaux. Donc ces moyens de coordination non homogènes sont très problématiques parce que voilà, il faut pas beaucoup de monde aujourd'hui pour mettre un beau bordel. Hein. Les dérapages sont toujours possibles parce que quand on est dans une réalité humaine qui appelle la crainte, la peur, la non-compréhension de l'autre, etc., on peut arriver vite à ces dérapages. Donc voilà, c'est toute la question, mais c'est notre humanité, ça revient à ton introduction. Si nous étions chrétiens, est-ce que ça existerait ou pas? Eh bien, je crois que l'attitude personnelle que l'on peut avoir peut permettre éventuellement qu'on n'arrive pas à ces débordements. Mais la réalité de notre humanité, c'est que c'est beaucoup plus complexe malheureusement que cela, et que les rancœurs, la peur, mais aussi de dire finalement j'ai plus rien à perdre parce que j'ai déjà tout perdu, peut amener à faire que quand j'ai plus rien à perdre, eh bien c'est le drame du djihadisme aujourd'hui et de tout le terrorisme. J'ai plus rien à perdre, donc ma vie n'a plus d'importance et donc la vie de l'autre elle n'a plus d'importance non plus. Et ben dès lors qu'on est sur cette base-là, effectivement tout est possible. À noter peut-être on est proche de la fin également, toujours pour prendre les exemples en dehors de la France. Qu'ils ont une stratégie d'essayer de cibler et d'interpeller de manière préventive les éventuels fauteurs de troubles. Et là, je me suis dit... À l'étranger. À l'étranger. Et je me suis dit, après les premiers épisodes des Gilets jaunes, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie inflexion en termes de doctrine des forces de l'ordre en France, alors avec les risques peut-être d'arrêter un peu tout le monde, et notamment des leaders, hein, je suis bien conscient, mais en tout cas, je note que ceux qui disent que la France est autiste, qu'elle n'écoute pas ce qui se passe ailleurs en termes d'escalade, moi j'ai trouvé qu'au contraire, là, elle s'inspirait du modèle des autres pays européens pour faire des arrestations préventives et des fouilles préventives. Je crois que c'était à partir du 3e samedi des Gilets jaunes, donc il y a déjà une inflexion pour moi. Et tu disais qu'il y avait d'autres pays d'Europe, ou comme en Allemagne, l'Angleterre, en Angleterre, où on pouvait interdire de manifester à quelqu'un de façon préventive? Non, d'après mes recherches, c'est plutôt ce qui s'est passé également en France. Ce sont les interpellations préventives où ils chopent les mecs avant qu'ils arrivent sur le lieu. Ouais, et puis on regarde ce qu'il y a dans leur sortir des trains, par exemple. Avant d'arriver à la manifestation, on va te fouiller pour savoir si tu n'as pas un objet risqué, etc. et dangereux. Ça pose quand même la question. Ça pose quand même la question de la démocratie là aussi. Bien sûr, il faut prévenir, mais là aussi, où est la liberté? Où est le sentiment que l'on a de dire, en face de moi, oui, viens, tu peux manifester, parce que a priori, je pense, mais peut-être que je suis trop naïf, je pense que tu viens que pour manifester et pour pas casser. Alors, comment prévenir tout cela? C'est un juste milieu à trouver, c'est compliqué, certainement. Hein. Bien. Écoutez, le sujet du jour, c'était le LBD 40, ce nom de code. Donc, je rappelle que l'objectif de l'émission, chère audience, c'est de vous fournir des faits mis en perspective en termes de contexte et aussi de faire un échantillon des arguments pour cet équipement. Et d'inviter au dialogue, au débat pacifié et de ranger les armes. Bon, Marc, il aime bien ce genre de phrase. Et nous ne sommes évidemment que d'accord avec cette phrase. Et nous avons terminé l'émission en voyant quelles pouvaient être les solutions et notamment des sources d'inspiration à l'étranger. Voilà, merci de nous avoir suivis. Puis à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt toute l'équipe. À bientôt. Au revoir, Philippe. Au revoir.